Mon nom est Yves Hallé, professeur au département des relations industrielles à l'Université Laval, membre régulier du CRISE, axe travail et emploi. Aujourd'hui, je vous présente ma présentation, en fait, ce qui s'intitule Marginalité et itinérance, une analyse à partir du cadre de justice de Nancy Fraser. Je m'appuie également sur un PowerPoint que je vais activer ceci. Donc voilà, c'est moi et mon collègue Miguel qui n'est pas présent aujourd'hui, évidemment, parce qu'il est en France. Donc, la marginalité implique un nombre d'importants enjeux socio-économiques, effectivement, des difficultés sociales vécues simultanément par une personne. La marginalité et l'itinérance, on peut dire que c'est un monde sans. Des personnes qui sont sans logement, sans emploi, sans famille, sans revenus, sans santé, sans droit. Donc, l'itinérance, c'est vu comme un processus d'exclusion, de marginalisation, de vulnérabilisation qui contribue à nier une place de ces personnes dans la société. Évidemment, cette exclusion-là rend très difficile l'accès aux opportunités qui permettent la connexion aux différents sociaux qui structurent le social et l'économie. Cette communication se donne comme objectif d'analyser la problématique en utilisant le cadre théorique de justice de Nancy Fraser pendant les trois dimensions qui sont la distribution, la reconnaissance et la participation. Nous questionnons ce problème-là comme un problème de citoyenneté qui en fait un terreau fertile en termes d'analyse de justice sociale. Les données que nous utilisons, ce sont des données secondaires d'une enquête qui a été réalisée dans la ville de Québec auprès d'organismes communautaires qui s'intéressent aux personnes en situation d'itinérance. On ne saurait faire fi justement de l'influence du néolibéralisme sur le cadre de justice sociale. Ce néolibéralisme, évidemment, affecte le cadre de justice et en tissant des normes qui organisent le vivre ensemble, mais articule l'espace pour les acteurs concernés. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'effet du néolibéralisme sur les changements d'orientation des politiques publiques, évidemment, qui est passé d'une approche keynésienne basée sur les filets sociaux vers une approche néolibérale qui s'appuie sur la responsabilisation. L'activation de ces politiques publiques-là, accompagnée d'un discours qui promeut la responsabilisation dans un contexte d'austérité, contribue à rendre suspect les personnes chez la population qui ont recours aux politiques publiques. Ces personnes-là sont notamment victimes de mépris, voire d'une hostilité décomplexée. Donc, ça n'aide vraiment pas les situations. On va commencer l'analyse par la dimension de la distribution, qui est la première dimension, qui met l'accent sur les injustices socio-économiques qui excluent ou limitent l'accès aux ressources permettant aux gens d'interagir sur un même pied d'égalité. Cette injustice de redistribution, l'exemple parfait, en fait, s'illustre très bien par l'activation des politiques publiques et la limite appliquée de 200 $ par mois de gains possibles chez ces personnes itinérantes, personnes itinérantes et marginalisées. En fait, les personnes qui sont sur l'assistance sociale. Imaginez-vous l'effet de cette limite-là sur des personnes qui se trouvent en situation d'insécurité, de vulnérabilité, donc qui ajoute un fardeau supplémentaire, en fait. Donc, ça n'incite pas vraiment ces personnes-là à chercher à s'en sortir davantage en cherchant notamment à accroître les gains, tout ça. Donc, évidemment, on a pris en considération cet exemple-là en y appliquant une mesure coercitive focalienne en mettant ça maintient, ça contribue en fait à maintenir ces personnes-là dans des situations de pauvreté et d'exclusion. En fait, c'est un cercle vicieux de pauvreté où l'obligation de maintenir les prestations pour la survie sont devenues le quotidien de ces personnes-là. Donc, imaginez-vous, pensez-vous qu'ils vont faire des efforts supplémentaires pour davantage gagner en ayant peur de se faire couper leur maigre pitance. Donc, ce n'est pas des effets qui encouragent vraiment les individus à travailler davantage. En termes de redistribution, nous avons également le fait que les montants qui sont attribués aux personnes en situation de vulnérabilité et de pauvreté ne sont souvent pas suffisants pour sortir de la pauvreté ou du moins pour les stabiliser. C'est des revenus de base, très, très de base. Après avoir payé le logement, la nourriture, il n'en reste plus beaucoup à la fin du mois.
Évidemment, les effets du courant néoclassique sur l'assistance sociale se traduisent par les types de programmes qui sont offerts, qui sont établis selon des standards arbitraires et universels très fixes. Donc, les programmes, notamment les programmes d'employabilité, sont très mal adaptés aux besoins des personnes. Donc, c'est un autre élément que l'on peut prendre en considération. En termes de reconnaissance, bien évidemment, la reconnaissance, ça cible les injustices culturelles qui proviennent des hiérarchies statutaires que nous retrouvons à travers les modèles institutionnalisés. Donc, les données de reconnaissance peuvent être judiciarisées ou institutionnalisées à travers les politiques gouvernementales, les codes, des pratiques ou à travers d'associations, d'habitudes ou pratiques sociales. Ce modèle statutaire-là aussi, ça permet de se prémunir contre la réification de l'identité qui entraîne la dissimulation des rapports sociaux internes de domination au sein d'un groupe en imposant une identité unique, donc à ces personnes-là. Donc, ce découpage institutionnel, excusez-moi, ça peut neutraliser les besoins spécifiques si on ne prend pas en considération les différentes caractéristiques et si on se maintient dans un modèle unique. Donc, ça prend en considération que les êtres sont des êtres unidimensionnels, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On verra tantôt un des problèmes que ça peut causer. La reconnaissance peut se traduire, par exemple, sur la question du profilage social, où les interventions peuvent être très musclées et irrespectueuses, sans ouverture aux différentes réalités. On a aussi le problème de la surjudiciarisation des personnes itinérantes, les défauts de paiement qui contribuent à les maintenir en état de pauvreté. Il y a également les préjugés qu'on a par rapport aux consommateurs de drogue, préjugés qui fait qu'on remet en question leur capacité de prendre en charge leur santé. Il y a également le problème du dumping social. Qu'est-ce que c'est le dumping social? C'est que souvent, les services sociaux de santé possèdent des programmes d'aide et des ressources qui sont allouées à des clientèles très précises, ce qui l'amène parfois à refuser des personnes. Où pensez-vous qu'on retrouve ces personnes-là? Bien, ils échouent au niveau des mouvements sociaux, des groupes communautaires qui prennent le relais. Donc, c'est ça la question du dumping social. Qui prennent le relais sans nécessairement avoir toutes les ressources et l'infrastructure nécessaire à la prise en compte de ces différentes problématiques-là. La question de la représentation, ça met l'emphase justement sur les obstacles qui empêchent les personnes de participer au même titre que les autres aux arènes politiques. Donc, les intervenants communautaires interrogés, ah oui, je n'ai pas mentionné tantôt ce chapitre-là qui va faire partie d'un ouvrage, en fait, qui reste à évaluer, qui va faire partie d'un ouvrage sur Fraser qui va être produit par l'Axe Travail et Emploi. C'est basé sur l'analyse secondaire de données d'une recherche qu'on a faite au niveau des groupes communautaires dans la ville de Québec. Donc, je ne l'avais pas mentionné tantôt, je le mentionne ici, c'est pour ça qu'on parle d'intervenants communautaires. Donc, ces derniers nous mentionnent que souvent, il y a un accès différencié aux différents ministères qui sont préoccupés par la question de l'itinérance. Et pourtant, les plans d'action sur l'itinérance regroupent environ 8 à 9 ministères. Donc, c'est souvent, comment je pourrais dire, davantage symbolique que réel en termes de prise en charge. Il y a la question, évidemment, de l'accès à l'aide sociale qui est soumise à une logique méritocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une série d'obligations, voire une série d'épreuves qui est demandée à ces personnes-là pour leur permettre de recevoir des prestations, donc assister à des formations, faire certaines demandes d'emploi, etc., etc. Et il y a aussi le mépris politique. Imaginez-vous, à ces différentes conditions de participation, on pourrait faire de rappeler à ces personnes-là qui ne sont pas nécessairement sur un même pied d'égalité en termes d'interaction sociale et de vie en société. En fait, on les marginalise davantage. Hein? La question, c'est ça que ça fait. Donc, en termes de discussion fondamentale, bien évidemment, selon nos données, selon la triptyque de Fraser, les personnes marginalisées en situation d'itinérance seraient victimes d'injustice sociale, considérant la distribution unique, les dénis de reconnaissance et de représentation. Je n'ai pas parlé de tous les problèmes d'injustice que l'on a en fonction des 3 dimensions. Vous pourrez éventuellement, si ça vous intéresse, en prendre connaissance dans, excusez-moi, les chapitres qui résulteront, le chapitre qui résultera de cette étude.
Donc, des solutions non exhaustives. Donc, la prise en considération des différentes réalités et des caractéristiques des personnes. Évidemment, on en a parlé tantôt quand on parlait de hiérarchie statutaire. En fait, qu'on ne prend pas nécessairement en considération, on impose des identités uniques. Or, on sait bien que des personnes en situation d'itinérance, il y a des femmes, il y a des femmes monoparentales, donc ce sont des besoins qui ne sont pas nécessairement pris en considération. On pourrait parler aussi de l'exemple des Premières Nations. Bon, les femmes, l'exemple des femmes, les besoins de sécurité, la dangerosité de la rue, ce sont tous des paramètres, effectivement, qui font que la situation est beaucoup plus complexe. On ne peut pas attribuer une identité unique à ces personnes-là. Donc, c'est un des problèmes. Il y a aussi orienter les politiques publiques vers davantage d'inclusion au lieu de la domination et de la punition, dont on a parlé tantôt en appliquant le cadre foucalien, notamment, qu'on maintient les personnes en pauvreté. Et évidemment, prendre en considération la place qu'occupe le travail et l'emploi, même s'il n'a pas été conçu pour ça. Cher Dominique Méda, effectivement, totalement, effectivement, c'est une dimension importante, sauf que ça permet de participer à la vie, au réseau de sociabilité, aux aléas de la vie, etc., etc., t'existes lorsque tu travailles, en fin de compte. On peut quasiment dire ça. OK? Sauf que dans le cas des personnes marginalisées en situation d'itinérance, avant de penser au travail, on doit sécuriser le social. Donc, la santé, le logement, donc un paquet dans le parcours vers l'intégration, il y a une sécurisation du social qui est essentielle. Et aussi la prise en considération des caractéristiques des personnes, parce que les personnes n'ont pas nécessairement tous le même parcours et n'ont pas nécessairement tous les mêmes difficultés. En conclusion, bon, on peut penser, on peut imaginer, bon, il y a en fait des personnes, selon des statistiques qui avaient été compilées, mais il y a à peu près 5 à 10 des personnes qui réussissent à sortir de ces situations-là. Ce n'est pas beaucoup. Donc, on peut penser qu'ils sont encore majoritairement confinés dans un étau de pauvreté dont les pourtours deviennent de plus en plus infranchissables. Excusez-moi. Cette réalité s'accompagne d'une montée du mépris, de l'hostilité qui stigmatise et discrédite davantage ces personnes. Donc, pour participer à l'interaction sociale sur le même pied d'égalité, on mise beaucoup, en fait, Fraser a enrichi sa théorie de justice sociale pour attribuer aux mouvements sociaux un rôle majeur de représentation de ces groupes victimes en accordant une importance centrale à l'émancipation qui est la nouvelle grand-mère des luttes sociales, selon Fraser. Sauf qu'au niveau des mouvements sociaux, des organismes communautaires, il y a souvent des problèmes de financement. On a souvent aussi des tensions dans le réseau et la multiplication des différentes caractéristiques des personnes que l'on aide fait que répondre aux besoins devient de plus en plus difficile. Donc, ce sont des données qui ressortaient notamment des enquêtes, de l'enquête qui a été faite dans la ville de Québec, dont on s'est servi pour présenter ce cadre, cette analyse à partir du cadre théorique de justice de Fraser. J'espère que c'est clair, j'espère que vous avez apprécié. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À plus tard, peut-être.